En Tunisie, le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête à Tunis à l'issue des premières municipales. Mais il devra passer par les alliances pour gouverner selon les résultats préliminaires officiels annoncés hier. Au Mozambique, le chef de l'opposition et ancien guerriero Afonso Dhlakama, décédé le 3 mai dernier des suites d'une maladie, a été enterré ce jeudi. C'était dans son village natal à Magoundé, dans le centre du pays. Au Kenya, des dizaines de personnes sont mortes à la suite de la rupture mercredi soir d'un barrage dans le centre du pays. Les rescapés ont qualifié les eaux emportant leur habitation d'enfer sur terre. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. En Tunisie, le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête à Tunis à l'issue des premières municipales démocratiques du pays, mais sans pour autant disposer de la majorité absolue requise pour l'élection du maire, selon les résultats préliminaires officiels annoncés ce mercredi. Images et son. Ennahda a obtenu 21 sièges sur 60 dans la capitale, tandis que le parti présidentiel Nida Tounes, avec lequel il est allié sur le plan national, en a obtenu 17, a précisé l'instance chargée d'organiser les élections. Des tractations sont en cours entre les chefs de parti pour mettre en place des coalitions à l'échelon local. Si la candidate d'Ennahda parvenait à emporter l'adhésion d'une majorité absolue de conseillers municipaux, elle deviendrait la première femme maire de la capitale, un poste jusque-là attribué par le président de la République. Les femmes ont gagné 3 385 sièges, soit 47,05%, et les hommes 3 809 sièges, soit 52,09%. Bien sûr, il y aura des coalitions parce qu'aucun parti n'a la majorité absolue, n'a la moitié des sièges, n'a 31 sièges de la municipalité de Tunis. Donc automatiquement, ça c'est sûr, il y aura des coalitions. Les 7212 conseillers municipaux élus dimanche dans les 350 municipalités du pays ont jusqu'à juillet pour élire leur maire. Ces élections, le premier scrutin local de l'après-révolution de 2011, sont cruciales pour enraciner la démocratie et lancer la décentralisation du pouvoir prévue par la Constitution. À l'échelle du pays, ce sont les listes indépendantes qui ont remporté le plus grand nombre de sièges avec 2367 élus, soit 32,9% des sièges. Ennahda arrive deuxième avec 28,6% des sièges et le parti présidentiel Nida Tounes troisième avec 22,17% des sièges. En Tunisie, pays très centralisé, les municipalités étaient jusque-là peu autonomes, dépendantes d'une administration centrale souvent clientéliste. L'opposant en exil, Moïse Katumbi Chapwe, a démenti avoir voulu recruter des émissaires pour ouvrir des hostilités en République démocratique du Congo. C'est à travers un communiqué signé par son directeur de cabinet à la suite de nouvelles accusations portées contre lui par le pouvoir du président Joseph Kabila. Plus de précisions à travers ces images. Moïse Katumbi dément tout lien avec toute personne ayant la volonté de recourir aux armes et à la violence pour renverser les institutions illégitimes de la République démocratique du Congo, peut-on lire dans un communiqué de presse signé par Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet de l'opposant. À travers ce document, l'ancien gouverneur du Katanga a également assuré que son combat est et restera pacifique. Mardi dernier, le porte-parole de la police congolaise, Piero Mwanamputu, qui dit s'appuyer sur les aveux d'un émissaire présumé, avait accusé l'opposant de vouloir installer des hommes à sa solde pour ouvrir les hostilités en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, dès qu'une base arrière lui serait accordée en Ouganda. Ex-gouverneur du Katanga et ex-proche du président Kabila, Moïse Katumbi a été condamné dans une affaire immobilière dont il conteste tout fondement. Il risque d'aller en prison s'il revient en République démocratique du Congo. Il est également poursuivi pour recrutement présumé de mercenaires et les autorités l'accusent aussi d'avoir eu la nationalité italienne alors que la nationalité congolaise est exclusive. Au Mozambique, le chef de l'opposition et ancien guerriero Afonso Dhlakama, décédé le 3 mai dernier des suites d'une maladie, a été enterré ce jeudi dans son village natal de Magoundé, dans le centre-est du pays. C'était en présence de ses proches et de centaines de fidèles militants de son parti, l'Arenamo.
Afonso Dhlakama a été conduit à sa dernière demeure jeudi dans son village natal de Magondé, dans le centre-est du Mozambique. Des centaines de partisans de l'opposition ont suivi le cortège funéraire de la maison du père du défunt, toujours en vie, jusqu'au cimetière familial. De nombreux curieux qui ont également fait le déplacement s'étaient perchés sur les arbres pour observer l'inhumation dans une épaisse forêt au son d'une fanfare militaire. Le chef de l'opposition mozambicaine et ancien guerriero qui a dirigé le parti de la résistance nationale du Mozambique, Renamo, pendant 39 ans, est décédé à l'âge de 65 ans dans les montagnes de Gorongosa, où il vivait retranché depuis 2015, après avoir repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise du Frelimo, le parti au pouvoir, sur le pays. La mort du chef de la Renamo intervient à un moment crucial pour le Mozambique, puisqu'Afonso Dhlakama et le président Filipe Nyusi avaient récemment engagé des négociations de paix. La veille, le président mozambicain Filipe Nyusi avait prononcé son éloge funèbre lors d'une cérémonie devant des milliers de partisans de la Renamo. Cérémonie au cours de laquelle il s'était engagé à poursuivre les discussions de paix. Je l'annonçais en titre, au moins 41 personnes, dont 20 enfants, sont mortes à la suite de la rupture mercredi soir d'un barrage dans le centre du Kenya. Des rescapés ont qualifié les eaux boueuses et tumultueuses, emportant leur habitation d'enfer sur terre. Les images. Le pays qui sort d'une sécheresse aiguë est depuis mars et le début de la longue saison des pluies soumis à de fortes précipitations qui ont entraîné des inondations causant la mort de quelques 170 personnes. Mercredi vers 21h, le barrage privé Patel sur la commune de Solai, situé près de la ville de Nakuru, à environ 160 km au nord de Nairobi, a cédé et ses eaux ont balayé les modestes habitations de cette zone rurale. Toute la nuit, les services secours Croix-Rouge kenyanes en tête ont été à pied d'œuvre pour mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes. C'est une catastrophe car la plupart des habitants étaient endormis quand la tragédie s'est produite et leurs maisons ont été emportées par les eaux, selon Gideon Kibunja, responsable policier régional. Outre le bilan de plusieurs dizaines de morts, au moins 36 personnes ont par ailleurs été admises dans des établissements médicaux de la région. D'après une estimation de la Croix-Rouge kenyane, quelques 500 familles ont été affectées par la catastrophe. Nous avons ouvert un centre sur place pour que les familles enregistrent leurs proches portés disparus et pour nous permettre de les réunifier, a pour sa part déclaré le gouverneur du comté de Nakuru. Dans un bref communiqué, la présidence kenyane s'est dite attristée par les pertes en vies humaines et salué le travail des équipes de secours. Le Kenya connaît 2 saisons des pluies annuelles, la courte d'octobre à décembre et la longue entre mars et juin. Les 3 dernières saisons avaient été pauvres en précipitations, mais celle en cours a vu des pluies torrentielles s'abattre sur une bonne partie du pays et dans le reste de l'Afrique de l'Est. Dans la même veine, au moins 11 personnes ont été tuées et 10 autres blessées ce mercredi en Somalie. C'était au cours d'une explosion survenue sur un marché très fréquenté d'une petite ville située au nord de Mogadiscio, la capitale. Voici les détails. Une explosion a fait 11 morts et 10 blessés, dont certains grièvement en Somalie. Les personnes blessées ont été admises à l'hôpital. L'incident s'est produit sur un marché très fréquenté d'une petite ville située au nord de Mogadiscio. L'explosion s'est déroulée dans l'après-midi à 1h de forte affluence sur le marché où de nombreux habitants se pressaient pour acheter du khat. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'heure. Les sources sécuritaires ignorent donc si l'explosion a été perpétrée par un kamikaze. Toutefois, la quasi-totalité de ce type d'attaque en Somalie est le fait des insurgés islamistes radicaux Shebab présents dans cette partie du pays. Ces derniers ont juré la perte du gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie à Missom. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. Au Mali, le Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga a effectué une courte visite à Ménaka, dans le nord-est du pays. Sa visite intervient après que cette région frontalière avec le Niger ait récemment été ensanglantée par la mort de dizaines de civils de communautés différentes. Voici les détails.
Le Premier ministre malien s'est rendu au nord du Mali, une région en proie aux violences intercommunautaires. Des habitants de la région considèrent ces tueries comme une vengeance des djihadistes aux lourdes pertes que leur ont récemment infligées la force française Barkhane et l'armée malienne, souvent appuyée par le mouvement pour le salut de l'Azawad et le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés. Le but de cette mission est de protéger les populations et assurer le développement de la région. Les groupes qui sont nos partenaires, SEMA, Gatia, MSA, qui sont partenaires de l'armée malienne, qui sont partenaires des forces internationales pour la paix et la sécurité, ces groupes doivent obéir aux mêmes exigences, à savoir travailler à amener la sécurité, mais ne jamais commettre d'exactions et de violences contre les populations. Ne jamais être mêlé à des violences entre les communautés. Je suis aussi exigeant envers les groupes que je le suis envers l'armée malienne. C'est-à-dire que nous devons être respectueux des droits de l'homme, nous devons être respectueux des règles d'engagement. C'est comme ça que nous pouvons avoir du crédit dans ce que nous faisons. Face au nombre élevé de crimes de masse dans la région, la Gassia, le MSA et le Ganda ISO, un groupe d'autodéfense à dominante Peul, sont convenus à la semaine dernière de mutualiser toutes leurs ressources pour faire face à la situation dans le strict respect des textes nationaux et internationaux en vigueur. Depuis fin avril, une soixantaine de Touaregs ont été tués dans des campements au sud de Ménaka, près de la frontière nigérienne, une zone où opèrent les djihadistes se réclamant du groupe État islamique. Direction la côte ouest de Madagascar, plus précisément dans les régions Melaky et Menabé, où se trouvent les plus grandes étendues de mangroves de l'île. Elles servent d'habitat des poissons, crabes et crevettes qui constituent les principales sources de revenus des habitants de la région. Mais cet équilibre est aujourd'hui menacé par la coupe incontrôlée. Reportage. Dans la famille de Mami, on est pêcheur de crabes de génération en génération. Un travail qui rapporte avec 300 000 ariars en moyenne par mois, soit près de 80 €. Mam gagne le double du salaire minimum à Madagascar, mais aujourd'hui, son activité est menacée. Avant, il y avait beaucoup de crabes par ici, mais il y en a moins maintenant. À mon avis, c'est à cause du changement climatique. Autrefois, la mer était très loin, mais aujourd'hui, elle se rapproche de plus en plus. Changement climatique, mais aussi déforestation. Pendant 5 ans, Mam a pratiqué la coupe illégale du bois de mangrove qui sert d'habitat aux crabes et aux poissons. Pendant la haute saison, c'est facile d'attraper des crabes, mais pendant la basse saison, c'est très difficile. Alors il fallait trouver une autre source de revenus. En dehors du village, il y a des gens qui achètent du bois de mangrove pour construire des maisons. À l'époque, je coupais le bois pour le revendre à ces gens. La mangrove est surtout utilisée dans la construction de cases ou comme bois de chauffe. Ici, les palétuviers ont été totalement détruits. Cette déforestation peut avoir de graves conséquences sur l'environnement. Ça favorise l'érosion de cet endroit parce qu'il n'y a plus de mangroves et ça favorise aussi la montée des eaux de la mer à l'intérieur des terres parce qu'il n'y a plus de barrières. Les mangroves ont un rôle de barrière contre l'érosion, contre les vents forts, comme les cyclones. Mam a totalement arrêté la coupe illégale. Aujourd'hui, avec d'autres villageois, ils reboisent. Dans cette région, 340 hectares de mangroves ont été replantés au cours des 6 dernières années. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable nuit à chacun et à tous.